Moi, je suis Anne Hulin, donc je suis effectivement pharmacien biologiste, responsable du laboratoire de pharmacologie à Henri Mondor. Donc on suit beaucoup de classes médicamenteuses et parmi celles-ci les antibiotiques. Pourquoi? Parce qu'on a des gros services de chirurgie, gros services de réanimation et des centres de référence de maladies rares qui compliquent un peu la gestion des patients. Et donc je suis en poste d'accueil depuis 1 an et demi sur Pasteur pour travailler sur le cancer. Donc vous voyez qu'il faut être un peu multicasquette. Donc la pharmacologie pour les antibiotiques, vous en avez entendu parler beaucoup. Alors maintenant on va essayer de vous expliquer ce que c'est que la pharmacocinétique pharmacodynamique et justement la relation PK/PD qu'on utilise nous un peu arbitrairement. Donc la pharmacocinétique en fait c'est pour ça qu'on fait des dosages dans le sang, ce qui est le plus simple, de temps en temps dans d'autres liquides articulaires, LCR, etc. Et donc, c'est les mesures de concentration dans le sang le plus souvent en fonction du temps. C'est-à-dire que quand vous prenez même un comprimé de paracétamol, c'est ce qui est plus pris en France, donc, eh bien, en fait, on a toute une étape d'absorption quand c'est par voie orale. Évidemment, quand c'est en intraveineux, cette étape-là est chantée. On arrive directement sur la quantité maximale de médicaments dans le sang. Et puis, vous avez des phénomènes de diffusion dans l'organisme, et heureusement, parce que le paracétamol, il ne doit pas être efficace dans le sang. L'antibiotique, c'est assez rare. Il y a les septicémies, les bactériémies, mais sinon, ce n'est pas dans le sang que ça doit être efficace. Donc, il faut que ça diffuse. Et puis, ça va s'éliminer. Donc, ça, c'est la pharmacocinétique. Et puis, parallèlement, il y a la pharmacodynamie, parce que ce qui nous intéresse, c'est quand même que ces médicaments-là aient un effet, enfin, tous les médicaments d'ailleurs, donc, effet en fonction de la concentration. Et donc, le lien entre les deux, eh bien, c'est l'idéal, c'est la mesure de l'effet en fonction du temps. Donc si on dose dans le sang, en fonction du temps, c'est pour n'importe quel médicament, c'est sûr que dans le sang, c'est une représentation, mais ce n'est pas forcément celle qui sera dans les tissus avec des effets pharmacologiques et ou toxicologiques. Et puis par contre, pour l'antibiotique, c'est évident que la concentration, c'est aussi d'action. Donc ça, c'est déjà une première notion sur le choix de l'antibiotique. On pense toujours au spectre d'action par rapport aux germes, mais il y en a un autre critère de choix, c'est que ce serait mieux que ça diffuse là où, au lieu de l'infection. Ça paraît. Alors pour une infection rénale, c'est tranquille parce qu'ils diffusent quasiment tous dans le rein, ou pratiquement, enfin 95%. Pour les infections ascites, péritonéales, etc. Et puis neurologiques, c'est beaucoup plus compliqué du coup parce que la diffusion est nettement moins bonne. Mais bon, de temps en temps, l'inflammation aide à diffuser. Alors les principales causes d'échec d'un traitement antibiotique, il y a les faux échecs, un mauvais diagnostic, ça peut arriver, une maladie sous-jacente qui est un peu différente et une inactivation de l'antibiotique. Mais bon, aujourd'hui, ça ne va pas du tout être le propos. Ça peut être des échecs liés au patient. Alors le premier, il ne faut pas en avoir honte, c'est la mauvaise observance. On pourrait peut-être faire un petit sondage sur 5 jours d'antibiothérapie, qui n'a pas oublié une prise. Voilà, ça permet de beaucoup moins juger les malades dans ces cas-là. Et la voie d'administration inappropriée, ça c'est possible aussi. Et puis l'état d'immunosuppression, ça c'est un état qui va, je vous le montrerai, mais on pourra en rediscuter ultérieurement, mais c'est vrai que l'immunosuppression des patients modifie beaucoup la cinétique des médicaments, et donc on peut avoir des échecs liés à cette immunosuppression. Et puis parce que ça peut modifier aussi l'infection. Des échecs pharmacologiques, un dosage d'antibiotiques insuffisant ou inadapté, ça je pense que Raphaël vous l'a démontré et que vous êtes convaincu. Et puis une mauvaise prise en compte des paramètres pharmacodynamiques. Ensuite, il y a les échecs liés aux germes, une erreur sur le pathogène, la résistance acquise durant le traitement. Alors c'est vrai, quand on vous dit qu'à l'hôpital on utilise beaucoup d'antibiotiques, c'est par tonnes. Quand on additionne toutes les consommations annuelles à Mondor, c'est plusieurs tonnes. Donc voilà. Donc évidemment les résistances quand le traitement devient long et qu'éventuellement il y ait des surinfections ou des résistances pour lesquelles on fait des deuxièmes lignes de traitement ou des troisièmes lignes de traitement, ça commence à faire beaucoup. Et on peut voir des résistances multiples à plusieurs antibiotiques assez rapidement en fonction des lignes de traitement. Et puis une bactéricidie insuffisante, et éventuellement un effet inoculum, mais on va s'intéresser surtout à la bactéricidie insuffisante. Alors, on a quelques aides de nos bactériologistes, bien sûr. Alors un petit peu plus moderne que ça maintenant, mais ça c'est l'avantage de l'antibiogramme, c'est qu'il est assez simple à comprendre. Donc ça permet d'avoir une sensibilité approximative en fait de la souche bactérienne du malade vis-à-vis de différents antibiotiques sur des petits disques. Donc on reste avec, quand il y a destruction de la bactérie, une souche sensible, destruction partielle, une souche intermédiaire, et pas de destruction, une résistance. Donc ça fait partie aussi des critères de choix.
Et puis un autre paramètre qui est intéressant, c'est la concentration minimale inhibitrice, donc la CMI. Et en fait, cette CMI, c'est la concentration la plus faible pour laquelle on a une inhibition du germe du patient. Si on fait une dilution de plus, eh bien, le germe croît. Donc ça, c'est un paramètre que nous utilisons énormément. Alors maintenant, comme vous en avez beaucoup entendu parler des paramètres pharmacodynamiques, on va y venir. Alors tout a démarré sur des travaux très fondamentaux, finalement, sur le type de bactéricidie. Donc je suis désolée parce que les principes de pharmacocinétique pharmacodynamique ont des biblios un peu anciennes, mais toujours d'actualité et toujours utilisées. Donc, en fait, dans les travaux in vitro, il a été démontré 2 types de bactéricidie qu'on appelle temps dépendante ou concentration dépendante. Et ça, ce sont les travaux qui les ont montrés. Donc en fait, on a mesuré la culture bactérienne dans un groupe contrôle, donc sans antibiotiques, et puis avec des antibiotiques de concentration de plus en plus importante. Et puis, ça, c'était le premier paramètre. Et le second paramètre, c'était avec un temps de contact entre l'antibiotique et la bactérie de plus en plus long. Et on a, on a 2 profils. Donc là, vous avez le cas de la tobramycine, qui est un aminoside. Plus on augmente la concentration de tobramycine dans le milieu, et plus la bactéricidie est importante. D'accord ? Par contre, quand on augmente le temps de contact entre la bactérie et l'antibiotique, somme toute, il y a peu d'effets majorés. Pour le cas de la ciprofloxacine, c'est encore plus flagrant. Parce qu'alors là, on voit bien que l'augmentation de la concentration tout de suite a un effet énorme, alors que le temps de contact entre la bactérie et l'antibiotique n'améliore pas vraiment la bactéricidie. La ticarciline, qui est une bêta-lactamine, là, c'est un petit peu différent. Vous voyez, c'est qu'on a beau augmenter les concentrations, franchement, ça n'a guère d'intérêt par rapport à la destruction des colonies bactériennes. Par contre, plus on va mettre en contact longtemps la bactérie avec l'antibiotique, et plus on va avoir une destruction de cette bactérie. Donc, la tobramycine et la ciprofloxacine ont été donc déclarées à bactéricidie concentration dépendante, et les bêta-lactamines temps dépendantes. Et c'est sur ces paramètres-là qu'on va juger et qu'on va travailler, ne serait-ce que pour le rythme d'administration. C'est-à-dire que ces paramètres nous ont permis d'évaluer les rythmes d'administration des antibiotiques chez nos patients. Alors du coup, en pharmacocinétique, on revient sur la mesure des concentrations en fonction du temps. On a 3 paramètres intéressants pour l'antibiothérapie. La concentration maximale, qu'on compare souvent donc à la CMI du germe. Donc forcément, vous avez déjà une petite idée que ça va être un paramètre intéressant pour les antibiotiques à bactéricidie concentration dépendante. Éventuellement, l'AUC, c'est-à-dire l'area under curve, c'est-à-dire toute l'air sous la courbe des concentrations en fonction du temps, qui se calcule très bien avec 3-4 points, il n'y a pas de souci, sur la CMI. Et puis, un autre paramètre important qui va être le temps pendant lequel on va être au-dessus de la CMI entre 2 administrations. Et c'est la base finalement de notre réflexion. Donc il y a eu plusieurs études animales, notamment là une sur le céfotaxime vis-à-vis de Klebsiella pneumoniae dans un modèle de pneumonie chez la souris. Donc pour l'antibiotique temps dépendant, si on prend la relation entre les nombres de bactéries à 24 heures en fonction de la concentration maximale sur la CMI, vous voyez qu'il n'y a aucune relation. Aucune relation non plus entre la bactéricidie et l'air sous courbe sur la CMI. Par contre, vous voyez tout de suite une très très belle relation, mais vraiment très sigmoïdale, trop belle même pour être vraie, on a du mal à imaginer que ça puisse être aussi beau, mais c'est vrai, entre la bactéricidie et le temps pendant lequel on est au-dessus de la CMI. Et on peut même estimer, ça c'est de la mathématique de sigmoïde, un effet maximal à 60% de temps au-dessus de la CMI entre 2 injections. Donc ça, c'est véritablement ce qui nous a permis de dire, finalement, pour des antibiotiques temps dépendants, le paramètre très pertinent, c'est le temps pendant lequel on est au-dessus de la CMI entre 2 injections. A fortiori, dans d'autres modèles expérimentaux, donc infection de la cuisse et puis d'autres modèles, c'était un cas de fluoroquinolone, on a montré une relation très intéressante entre la mortalité des animaux et l'air sous courbe sur CMI, parce que les quinolones sont des antibiotiques concentration dépendants. Et vous voyez l'effet seuil, c'est impressionnant, c'est-à-dire que passé un seuil d'AUC sur CMI, on a véritablement pratiquement plus de mortalité des animaux.
Alors, ça, c'est un petit schéma, du coup, pour vous expliquer, parce qu'actuellement, c'est la différence entre une administration quotidienne, que vous voyez ici, et puis un schéma d'administration à 3 prises par jour, qui est assez classique sur l'antibiothérapie, entre guillemets, de ville. Et finalement, quand on regarde le premier schéma, une seule dose par jour, on se rend compte que l'avantage, c'est que ça nous permet vraiment d'augmenter le Cmax au CMI, d'accord ? Ça, il n'y a pas de doute par rapport à celui-ci, là, en 3 prises par jour. Vous voyez que le Cmax au CMI est toujours plus faible. Donc ça, potentiellement, a un intérêt pour les antibiotiques à bactéricide concentration dépendante. Par contre, vous voyez que le temps pendant lequel on est au-dessus de la CMI est beaucoup plus court pour une prise par jour que pour 3 prises par jour. D'accord ? Puisque là, on raisonne sur les 24 heures au-dessus de la CMI. Donc finalement, pour les antibiotiques à bactéricide temps dépendant, on va être beaucoup plus intéressé par des injections répétées ou des administrations répétées. Alors là, je vous donne l'exemple des bêta-lactamines, mais à partir de pharmacocinétiques qu'on peut faire chez les patients, eh bien, on va être amené à faire des simulations. Et justement, ça permet de discuter, de réfléchir un petit peu sur, le rythme d'administration, et 2, la posologie quotidienne. C'était une question qu'on a eue tout à l'heure. Donc la première étude qui avait été faite à partir de ces simulations, c'était l'utilisation de la ceftazidime à 1 gramme toutes les 8 heures, donc 3 grammes par jour. Et c'est la courbe jaune. D'accord ? Donc la ceftazidime est un antibiotique temps dépendant. Et là, on se rend compte tout de suite qu'il y a des périodes où on est vraiment en dessous de la CMI et de grandes périodes où on est en dessous de 4 à 8 CMI. Donc ça, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi on met un facteur sur la CMI. C'est une histoire de diffusion tissulaire. Donc finalement, ce schéma d'administration à 1 gramme toutes les 8 heures, honnêtement, on a, dans des infections sévères, dans des infections communautaires de ville, ça peut passer d'être un petit peu en dessous. Mais dans des infections sévères de patients de réanimation, c'est hors de question, c'est vraiment 100% au-dessus de la CMI, 100% du temps. Donc là, franchement, on est inefficace. Alors après, l'avantage de la simulation informatique, c'est qu'on peut jouer, on n'est pas avec les malades, donc on peut jouer comme on veut. Donc là, c'est très pédagogique, plus que... C'est sûr qu'on ne ferait pas ça chez nos malades. Donc on peut doubler la dose en se partant du principe que j'augmente la dose, donc j'augmente la dose par injection. C'est en général ce qui vient à l'esprit surtout des internes en médecine. Donc je passe à 2 grammes toutes les 8 heures. Donc là, je double la dose quotidienne quand même. Ce n'est pas totalement anodin. Et vous voyez que finalement, passer à 2 fois, je monte à 200, ok. Mais d'un point de vue résiduel, finalement, je n'améliore pas véritablement les choses. Je les ai effectivement améliorés par rapport à la CMI de base, mais en général, on préfère être au-dessus de 5 CMI parce que l'infection est rarement uniquement dans le sang. Donc, en l'occurrence, on n'est pas non plus très efficace. Alors, l'autre solution, puisqu'on sait que c'est un antibiotique temps dépendant, c'est de revenir sur 1 gramme par dose et de passer à toutes les 6 heures. Déjà, on augmente un petit peu moins la dose quotidienne, on n'est plus qu'à 4 grammes. Et c'est la courbe blanche, alors je suis désolée parce que ce n'est pas forcément très visible, mais vous voyez que là, déjà, au niveau des CMI, on est quand même beaucoup plus au-dessus, plus longtemps. Donc là, on commence à avoir une efficacité beaucoup plus intéressante. Et finalement, on est toujours à des Cmax qui sont à peu près corrects. Alors après, on peut jouer comme on veut, mais enfin bon. Après, il y a le temps infirmier et le malade, donc on a quand même des limites aussi humaines. Et on peut essayer d'aller à 0,5 g toutes les 4 heures. Vous voyez qu'en dose quotidienne, on est exactement à la même dose totale que le premier schéma d'administration. Et c'est la courbe bleue, là. Et là, pour le coup, en résiduel, on est toujours au-dessus des CMI. Donc là, le temps au-dessus des CMI, il est de 100%. Donc là, on a gagné. Et peut-être que l'avantage des concentrations maximales plus faibles, c'est d'essayer de lutter aussi ou de retarder l'apparition des résistances. Parce que ça, c'est un peu notre leitmotiv actuellement, c'est retarder ces fichues résistances. On a quelques petites pistes, mais franchement, c'est pas... On bidouille, mais on y arrive, mais pour l'instant. Alors, je voulais aussi vous montrer deux courbes qui ont été réalisées chez des patients de réanimation pour la ceftazidime. Donc, vous avez les profils de concentration en fonction du temps individuel de patients de réanimation, un grand classique. Donc, vous voyez en perfusion discontinue, donc toutes les 8 heures ou toutes les 6 heures. Vous voyez quand même la variabilité interindividuelle, mais ça c'est le patient de réa, nous on a un peu l'habitude, et vous voyez surtout que très rapidement on en a qui sont plus du tout efficaces par rapport à la CMI du Pseudomonas aeruginosa, là on n'est pas non plus sur un germe extrêmement sympathique, ou sur 5 fois sa CMI. Et là, 5 fois la CMI, c'est dès 100 minutes qu'on est plus efficace pour certains patients. Donc c'est un peu catastrophique, et c'est vrai que l'avantage d'arriver
à de la perfusion continue, et bien voilà le résultat dans la même étude et donc le même service de réanimation. On arrive à avoir une variabilité interindividuelle extrêmement diminuée et surtout une concentration qui est toujours au-dessus des 5 CMI du Pseudomonas aeruginosa, donc une efficacité plus importante. Après, il faut former un peu les infirmiers quand même, mais ça, on donne des cours aux écoles d'infirmiers pour ça, mais il ne faut pas l'oublier. Et puis, a fortiori, pour les antibiotiques concentration dépendants, donc c'est vraiment le cas de la fluoroquinol qui est vraiment le plus remarquable. Donc vous avez une étude menée chez 74 patients avec une pneumonie nosocomiale et vous avez ici le pourcentage d'éradication bactérienne en fonction du paramètre pharmacodynamique AUC sur CMI. Et voyez que quand il est inférieur à 125, on a un pourcentage d'éradication bactérienne très très faible. Et passer ce cap de 125, c'est vraiment un cut-off, c'est vraiment on-off, on monte à 81%. Et après, par contre, on a beau augmenter le paramètre, le doubler, le quadrupler, finalement, l'éradication bactérienne, elle n'évolue pas plus favorablement. Et si on regarde le succès clinique, une AUC sur CMI inférieure à 125 donnait donc 58% d'échecs, alors que supérieur à 125, on avait 82% de succès chez ces 74 patients. Enfin, dans cette population-là, et le délai d'éradication de l'infection bactérienne, plus de 32 jours quand l'AUC sur CMI était inférieur à 125. Je vous laisse imaginer l'apparition des résistances sur un traitement, un délai si important. 6,6 quand il est compris entre 125 et 250, et moins de 2 jours quand il est au-dessus de 250. Donc, vous voyez que c'est extrêmement important, et c'est du coup là-dessus que l'on se base. Alors après, la difficulté, c'est qu'on est chez l'humain, que l'humain est un peu compliqué et que d'un point de vue pharmacocinétique et antibiothérapie, il reste encore quelques petits problèmes à régler. La liaison aux protéines plasmatiques, habituellement, vous savez que les médicaments sont transportés dans l'organisme en étant fixés sur les protéines plasmatiques, que ce soit l'albumine, mais pas exclusivement, il y a des lipoprotéines. On se base souvent sur le pourcentage de liaison. Quand on est à plus de 95%, franchement, les protéines plasmatiques jouent un rôle très important. Mais pour les antibiotiques, ce n'est pas que les pourcentages de liaison, il y a une qualité aussi de la liaison, et donc il y a 2 types de liaisons des antibiotiques aux protéines plasmatiques. Il y a restrictives pour les bêta-lactamines et la vancomycine, ça veut dire qu'elles ont une affinité extrêmement importante, et donc elles sont très sensibles aux variations de l'albumine. Or, les patients de réanimation peuvent avoir des hypoalbuminémies assez importantes, le modèle le plus sévère étant le grand brûlé. Ça, il n'y a pas pire comme hypoalbuminémie que le grand brûlé. Et puis, par contre, pour la thécoplanine, qui, elle, a un fort pourcentage de liaison, par contre, sa liaison est permissive, et donc finalement, ça n'a pas tant d'intérêt que ça. Donc ça, c'est aussi un problème que l'on doit gérer, nous, et c'est pour ça qu'on est souvent amené à doser ce qu'on appelle la fraction libre, c'est-à-dire le médicament qui n'est pas fixé aux protéines plasmatiques, parce que c'est celui-ci qui va aller diffuser au site de l'infection. Et puis après, il faut prendre en considération la pénétration intracellulaire, surtout pour les infections à germes intracellulaires, parce que les bêta-lactamines et les aminosides sont tellement hydrosolubles que c'est impossible pour eux de franchir la bicouche de phospholipides d'une cellule. Ça, c'est impossible. Déjà, on n'arrive même pas, pour les aminosides, on n'arrive déjà même pas à les donner par voie orale, ils ne sont pas absorbés au niveau de l'estomac, tellement ils sont hydrosolubles, que donc c'est très peu probable, ils ont très peu de pénétration intracellulaire. Ceux qui en ont pas mal, c'est les macrolides du coup, et c'est le traitement de choix effectivement des infections intracellulaires. Et puis ensuite, il y a la pénétration tissulaire, et ça c'est aussi important, et c'est ce qui explique pourquoi on cherche à avoir 4 ou 5 ou 8 CMI comme paramètre, c'est que pour un pourcentage de succès, là vous avez un pourcentage de succès pour des concentrations qui sont à peu près les mêmes, eh bien vous avez 85% de succès dans une infection urinaire, dans le modèle d'infection urinaire, 68 dans le pharynx, 60 dans le rectum, 52 en bactériémie et plus que 20% dans le poumon. Donc dès qu'on a une infection pulmonaire, on sait qu'on recherche des concentrations qui sont 5 fois la CMI, ce 5 vient de là en fait. Tout simplement. Donc il faut effectivement augmenter la concentration sanguine pour espérer avoir un petit bout de CMI au niveau du poumon. En fait. Et puis après, on a des malades. Et puis nos malades, ils sont de plus en plus âgés, plus en plus comorbides. Ils ne sont pas tous âgés et comorbides. Ils peuvent être comorbides sans être âgés aussi. Mais leur pathologie joue aussi un rôle.
Donc là, c'est le cas de la dose journalière d'amicacine en milligrammes kilo jour. Un patient standard, c'est 15 mg kilo jour. Un patient neutropénique, c'est 20 mg kilo jour. Et dès qu'on rentre dans le patient atteint de mucoviscidose ou de brûlé sévère, on monte à 30 mg kilo jour parce qu'il y a des clairances très importantes. Donc vous voyez qu'on passe du simple au double. Et là, vous avez aussi la cinétique d'un poumon de souris non infecté, et là, la cinétique d'un poumon infecté. C'est une pharmacocinétique d'azithromycine chez la souris. Et donc, vous voyez que là, l'RC courbe, elle est multipliée par un facteur facile 10. Donc, c'est plus du tout la même pharmacocinétique. Donc, c'est aussi à prendre en considération. Donc en conclusion, et je vous remercie d'avoir tenu aussi longtemps, donc en routine, les dosages, effectivement, on les utilise pour adapter les posologies des traitements. Alors évidemment, l'amoxicilline, on ne la dose pas dans l'otite, c'est un jeu, bien sûr, c'est vraiment dans les infections très sévères. On a tendance à augmenter les doses en cas de sous-dosage pour les antibiotiques concentration dépendants et plutôt d'augmenter le nombre d'injections en cas de sous-dosage pour les antibiotiques temps dépendants. Ça, c'était pour faire une petite synthèse de tout ce que je vous avais raconté. Et puis, on essaye de développer la recherche clinique et de la recherche des relations PK/PD dans des populations particulières de patients, justement, à partir soit de très peu de patients et beaucoup de points mesurés de la pharmacocinétique classique, mais plutôt maintenant, on s'oriente vers des études de pharmacocinétique de population. C'est-à-dire qu'on fait très peu de points, mais on a une population de patients plus importante pour essayer de trouver les variables qui vont expliquer la variabilité des patients. Et comme ça, après, avec des outils bayésiens mathématiques, on peut modéliser tout ça et à partir de mesures très ponctuelles chez nos patients et d'entrée des variables d'intérêt, on peut adapter les posologies de façon très personnalisée. Et c'est ce qu'on commence à faire. Et je vous remercie de votre attention.